On va accueillir maintenant Dominique Royoux, donc cofondateur, trésorier de Tempo, professeur émérite de géographie à l'université de Poitiers. Colline Carême, Colline, elle est où Colline? Voilà, chargée de mission au bureau d'étang de la métropole européenne de Lille. Je corrige. Et Caroline Huin et Samuel Martin, chargés de mission aménagement urbain à la métropole de Lyon. Merci beaucoup de votre présence ce soir. Alors vous êtes la dernière séquence de la journée, c'est pas le plus facile. Hein. Falloir mettre les watts là. Hein. On va voir ensemble comment l'espace public peut recréer de la convivialité, de la rencontre, du partage. On peut se dire, on en a tous besoin. Hein, on a bien compris ça. Dominique, on a parlé de repli sur soi, on a parlé d'engagement citoyen, on a parlé de commun, on a parlé de solidarité. Est-ce que l'espace public il peut concilier tous ces besoins? À vous, l'introduction. Merci Corinne. Juste avant d'aborder ce thème-là qui est vraiment important, je voudrais juste rebondir sur la table ronde précédente, en complément de ce qu'a dit Patrick, de ce qu'ont dit les intervenantes et intervenants, et suite à la question, à l'interpellation d'Hélène tout à l'heure. En fait, pour montrer comment cette séquence, où on abordait plein de choses, comment elle peut s'inscrire quand même dans le droit fil des travaux de Tempo territorial depuis 20 ans. Je me permets ça en tant que Tempo de faire cette remarque. En fait, peut-être plus, ça aurait été plus évident peut-être si mais on est collectivement responsable, si le titre de la table ronde avait été le temps long de l'engagement et de la sociabilité, peut-être. Parce que moi, ce que je trouve qui a été intéressant de cette table ronde, c'est de montrer, et j'ai bien aimé le terme terreau Dani, c'est de montrer que des choses se construisent dans le long terme, et que pour que ça se construise dans le long terme, que les temporalités longues. On va y arriver. C'est les temporalités de la sonorisation. Il faut des moments. Il y a bien sûr un terreau, mais il faut des moments. Et j'ai bien aimé les déclics, les différents déclics que tu as décrits, qu'a décrit Jérémy et qu'ont décrit Laurence. Et je pense que peut-être pour une suite à cette table ronde, ce qu'il faudrait maintenant, c'est identifier ce qui fait déclic dans la construction des temporalités longues, dans ce temps long de l'engagement, dont on parle, qui n'est pas évidemment de même nature que ceux dont on a parlé beaucoup au sein de Tempo territorial depuis 20 ans, c'est-à-dire l'articulation entre la vie professionnelle et la vie autre que professionnelle, parce que le temps de la vie quotidienne, on a beaucoup été centré là-dessus, même si on n'a pas fait que ça, mais on a beaucoup fait ça. Et je trouve que c'est la première fois que aussi longuement on aborde cette question du temps long et de la façon de le construire autrement, de le gérer autrement, avec ces différentes étapes. J'espère que ça répond à Hélène pour dire quel est le lien que cette table ronde a avec le reste. C'était ta question, je crois. Hein. Alors maintenant, les temps de convivialité dans l'espace public. Alors l'espace public, ça a toujours été un thème qui a été lié à cette question des temps et de la gestion des temps, parce que, et encore plus aujourd'hui, parce qu'à la fois c'est très concret, c'est un support de l'attractivité, les espaces publics. Ils sont tous aménagés en premier, etc., piétonnisés, semi-piétonnisés, etc., marchandisés parfois, ils sont souvent mis en avant pour des questions d'attractivité touristique, et en même temps, on y met le souvenir de l'agora grecque, le vivre ensemble, etc. C'est l'espace public qui, par nature, sans jamais toujours le démontrer, serait l'exemple du bon vivre ensemble. C'est à la fois un espace qu'on voudrait de débat public et à la fois de lieu de rencontre physique. Donc ça joue un rôle très important dans les représentations. Le problème, c'est que ça a changé, cette question des représentations. C'est pour ça, d'ailleurs, je fais juste une aparté d'une seconde. C'est pour ça que, vous savez qu'en France, les petites villes, elles se développent plus que en pourcentage depuis 20 ans, plus que les villes moyennes ou les grandes villes. Mais elles se développent mal, si je puis dire. C'est-à-dire,
en périphérie, elle gagne des habitants, mais par des lotissements qui sont déconnectés parfois des centres-villes. Et on a quand même fait, malgré leur développement, des programmes, des dispositifs publics, Petites Villes de demain, Action Cœur de Ville, etc., pour remettre de la vitalité dans les petits centres-villes. Donc c'est bien que la force des représentations que représente notamment l'espace public du centre, elle est très importante dans notre façon de concevoir non seulement la sociabilité, le regain de rencontres et de débats publics, mais en termes d'aménagement tout simplement. Donc ce qui a changé, c'est qu'effectivement la flexibilisation à outrance de tous les côtés diversifie les usages et les rythmes. Et les espaces publics, c'est moins... L'espace public, c'est peut-être moins aujourd'hui un espace politique qu'un espace des politiques, c'est-à-dire de faire cohabiter des usages, des rythmes. On a vu dans le petit film, là, il y a des gens qui se baignent comme il y a des gens qui déambulent de façon rapide ou lente. Il y a une grande plasticité des fonctions maintenant sur les espaces publics qu'on ne connaissait pas auparavant, quand il y avait moins de diversité des horaires, diversité donc des rythmes et des usages. Cette fluctuation des rythmes et des usages, ça amène à mais on en parlera peut-être à la fin, des aménagements temporaires, des usages partagés ou plus ou moins, etc. Et c'est de ça dont je crois qu'on va illustrer parler maintenant. Exactement. Merci beaucoup Dominique Royoux. On vous retrouve tout à l'heure pour la conclusion. J'osais pas le dire parce que je ne peux pas le dire comme ça, mais voilà, on va retrouver maintenant nos cas pratiques, puisqu'il s'agit bien de ça, 2 cas pratiques. Donc tout à l'heure, Jérémy Camus a dit il faut le temps de l'action, il faut que ce soit l'action, il faut qu'on agisse. Alors là, on est dans l'archi-concret. Hein. Ce matin, on était dans la philosophie, et là, ce soir, on est dans l'archi-concret. On va écouter Colline Carême, donc la métropole européenne de Lyon, Caroline Huin et Samuel Martin pour la métropole de Lyon. J'ai dit une erreur ? Colline Carême, métropole européenne de Lille. Oui, de Lille. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Lyon. Oh, c'est parce qu'on est à Lyon, hein, vous savez. Hein. Mais tout le monde est d'accord. Lille, Lyon. Voilà. Ça ferait des beaux matchs de foot. Hein, on est d'accord. Hein. Alors, quand Colline va nous présenter son cas pratique, je ne vais pas le dévoiler. Hein, je vais le laisser venir gentiment. Mais dit souvent... Ce que nous avons fait, c'est de la chronotopie. Tout à fait. Et juste qu'on sache un peu ce que c'est la chronotopie, et après on découvre. Hein. Alors, la chronotopie, c'est en fait la prise en compte simultanée des dimensions temporelles, donc le chronos, et spatiale, le topos. Et donc, c'est savoir comment penser l'espace en fonction des temps disponibles et des usages qui sont possibles selon les différentes temporalités. Donc je vais être très très concrète moi dans ma présentation et ça va être un c'est la chronotopie pour illustrer la chronotopie en œuvre. Donc l'expérimentation libre cours, libre jardin, l'ouverture de lieux pour favoriser la convivialité. Comment ça vous est venu ce projet ? Alors je vais commencer par vous montrer quelques photos. Vous êtes déjà tous déjà passés devant ces espaces clos, grillagés, fermés. Et pourtant, ces espaces ont quelques dispositions ou aménités qui pourraient être profitables à tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut y jouer, on y trouve des jeux, des marelles, des terrains de sport. On y trouve aussi un certain nombre d'assises, des bancs. Ce sont parfois des grands espaces pour courir, jouer au ballon, faire de la trottinette dans des espaces sécurisés sans voiture. C'est aussi souvent des espaces végétalisés avec des grands arbres où trouver de l'ombrage, voire même parfois des potagers qui sont à l'intérieur, qui sont renfermés. Et pourtant, ces espaces sont, pour la majorité de leur temps, inoccupés. Ils sont dédiés à un usage, à un type d'usager, alors même qu'ils pourraient être mis à disposition d'autres usagers à d'autres moments. Sauf que, pourquoi ? Parce qu'en fait, ces espaces représentent, pour les ouvrir, ça représente un coût qui est financier, un coût de personnel,
pour leur entretien, pour leur ouverture, pour leur surveillance. Et il y a aussi des peurs que ces espaces soient dégradés et que, en l'occurrence pour les cours d'école, qu'après ces espaces ne puissent plus être mis à disposition des écoliers. Alors nous, à la métropole européenne de Lille, la politique temporelle, elle est vraiment inscrite dans le plan climat air énergie territorial comme un levier d'action de lutte contre le changement climatique. Donc là, on est allé mettre en place une expérimentation qui répond à un enjeu d'adaptation du territoire au changement climatique en voulant ouvrir ces espaces à certains moments durant la période estivale. Cette expérimentation, elle s'appelle Libre cours, libre jardin, puisqu'on a cherché à ouvrir des espaces extérieurs appartenant à des communes pour que les habitants puissent profiter de nouveaux espaces de respiration pendant l'été, sachant que l'été, c'est aussi une saison qui révèle des inégalités entre les personnes qui peuvent s'offrir des vacances, quitter leur logement pendant un certain temps, d'autres personnes qui vivent aussi dans des logements sans accès extérieur, et d'autres personnes, ou voire les mêmes, qui subissent aussi, qui sont plus vulnérables climatiquement parlant. Donc ouvrir ces espaces qui sont pour la plupart végétalisés, ça représente aussi un enjeu social tout simplement et climatique. Donc cette expérimentation, elle consistait vraiment en l'accompagnement de communes pour la diversification et l'intensification de leurs usages. Et la MEL a mis à disposition en fait des heures de médiation avec des médiateurs présents physiquement pour ouvrir, fermer et être présent le temps de l'ouverture de ces espaces. Donc c'était pas du tout à la charge des mairies, c'était la MEL avec un marché public. Elle a concerné combien d'espaces, cette expérimentation ? Alors je vais y venir juste là. Cette expérimentation a concerné 5 espaces. Sur la métropole, on a 95 communes, donc on a lancé un appel à candidature auprès des 95 communes et on n'a pas eu beaucoup de réponses parce que les délais étaient quand même assez serrés. On a eu 5 sites qui se sont positionnés, donc 5 sites pilotes dans 5 villes différentes. On a retenu tous ceux qui ont souhaité participer à cette expérimentation. Il fallait quand même qu'ils puissent répondre à un certain nombre de critères, c'est-à-dire être agréable, en partie végétalisé, en gestion directe par la commune, et surtout en accès direct avec l'extérieur. C'est-à-dire que ça devait pas, pour les ouvrir, il ne fallait pas forcément qu'on passe par un bâtiment pour accéder à la cour arrière, parce que ça a complexifié l'expérimentation. Donc 5 villes volontaires et 180 heures de médiation à répartir par site. Selon notre budget, voilà, on a découpé les choses comme ça. Chaque site avait 180 heures à répartir entre mi-juin et mi-septembre 2023. Donc en fait, il y a certains principes qui ont guidé le choix des horaires. On avait conseillé aux villes d'éviter les heures chaudes, comme c'est d'habitude en cas de canicule, on ne sort pas entre midi et 16 heures. Et puis, pour des lieux comme les cours d'école, il fallait aussi faire avec le calendrier scolaire. Et un certain nombre de communes ont préféré finir l'expérimentation avant même la reprise, la rentrée scolaire de septembre, pour les questions de maintenance des bâtiments et de remise en état avant la rentrée. Donc ces 5 sites pilotes, ce sont 3 cours d'école et 2 jardins. Un jardin qui était adossé à une maison de quartier, et un jardin sur une friche industrielle, qui étaient donc des équipements, des espaces d'habitude fermés en dehors de leur usage initial. Voilà. Quand vous parlez de temps de médiation, c'était quoi les temps de médiation apportés par la métropole ? Alors, la métropole a passé un marché avec une association de médiateurs sociaux, dont c'est le métier. Et ces personnes étaient présentes, elles avaient les clés, les badges pour ouvrir les grilles, et elles étaient présentes pendant chaque période d'ouverture. Certaines villes avaient choisi toutes les fins de journée, tous les jours. D'autres villes avaient concentré les heures d'ouverture sur le week-end et les jours fériés. C'était vraiment au bon vouloir de chaque ville, selon ses volontés, sa population, les caractéristiques. Voilà. Et donc ça a duré un peu plus de 2 mois ? C'est ça. Est-ce que je crois que quand on s'est parlé pour préparer la journée, vous étiez encore en train de faire l'évaluation. Oui. Vous l'avez fini ?
Oui, on l'a fini. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, finalement? Quel bilan vous retirez? Oui, alors l'expérimentation, on l'avait ouverte à partir du 15 juin. Il s'est avéré qu'en fait, la première cour a ouvert le 29 juin pour être prête dans les temps. 29 juin au 16 septembre. En majorité, 16 septembre, c'est pour l'un des sites qui a poursuivi très tardivement, mais en fait, les 4 autres se sont terminés le 27 et 29 août. Et donc, ce pilotage qui était proposé par la MEL, donc une gestion par le bureau des temps, les frais de communication, la campagne de com, tout le suivi d'évaluation aussi qui a été fait en interne de la MEL, ça a nécessité un budget de 44 000 € pour les 5 sites. Et bien sûr, les 5 villes partenaires qui ont aussi mis du temps de travail à contribution pour participer aux réunions, à la préparation et à l'évaluation. Donc concrètement, cette optimisation des espaces par l'approche temporelle a permis d'ouvrir 41 000 m². Donc ça veut dire, pour se rendre compte, c'est 6 terrains de foot sur quelques semaines et 750 heures d'ouverture en plus avec de la médiation et des animations, parce qu'on avait aussi incité les villes à proposer des animations dans ces espaces pour favoriser l'appropriation de ces espaces par la population. Donc, animation, c'était mettre à disposition des malles de jeux, des malles de livres, mettre en place des transats. Il y a une cour d'école qui a eu une table de tennis de table, ce genre de choses. Et il y a même une commune qui a intégré sa cour dans son programme d'animation estivale, avec l'accueil de lectures, de spectacles vivants, etc. En termes d'usage? En termes d'usage, je vais y venir après. D'accord. Il y a quand même eu un effort, en termes de communication, il a vraiment fallu mettre le paquet parce qu'on s'est rendu compte, on le savait au préalable, mais que d'ouvrir des espaces qui sont d'habitude interdits à la population, ça prend du temps, ça ne se décrète pas. Donc il fallait que ça se sache. Et pour ça, on a fait une campagne de com dédiée. Donc on est sur 5 sites et on est dans l'hyper-proximité. Cette opération, elle ne concerne pas tous les habitants de la métropole, elle concerne vraiment les habitants de chaque quartier. Donc il y avait pour chacune une affiche dédiée, ainsi qu'un panneau de bienvenue qui disait voilà, c'est une expérimentation, ce sera ouvert cet été, et vous pouvez faire ça dans cet espace-là, voilà, pour amener les gens à entrer dans chaque espace. Et on a aussi mis devant chaque entrée des oriflammes. Donc ça, on l'a fait à mi-parcours parce qu'on s'est rendu compte que les affiches ne suffisaient pas et qu'il fallait quelque chose d'un signal beaucoup plus fort, avec un message aussi très simple. C'est ouvert, c'est gratuit, c'est pour vous, entrez. Voilà. J'ai une petite vidéo d'une des villes partenaires, qui est l'Homme, que je souhaiterais diffuser, qui est très courte. C'est parti. Voilà, donc ça c'était vraiment pour vous montrer concrètement comment ça s'est passé tout l'été. Et donc je vais en venir maintenant aux résultats suite à l'évaluation qui a été menée. Donc très succinctement, voilà, il y a quand même 97% des visiteurs qui ont été satisfaits par ces ouvertures avec un niveau de recommandation élevé. Comment on le sait? En fait, on avait mis en place un questionnaire qui était accessible par QR code dans chaque espace, et aussi des questionnaires papier que les médiateurs avaient à leur disposition et qu'ils remettaient à chaque visiteur. Ça nous a permis de relever un certain nombre de choses pour l'évaluation. On a dénombré un peu plus de 1300 visites sur tout l'été. Il faut rappeler qu'en juillet, la météo n'a pas été très agréable avec des records de précipitations. Donc
Les cours et jardins, tout comme les parcs, n'ont pas été très fréquentés à cette période-là. Et dans ces visiteurs, il y avait essentiellement des moins de 18 ans. Voilà, c'est ce qui est beaucoup. Parce qu'il y avait aussi un certain nombre d'outils à leur disposition et dans des espaces, on va dire aussi, peut-être plus calmes que la rue et plus sécurisés. Voilà. On est fiers aussi de dire qu'il n'y a eu aucune dégradation, parce que c'était quand même aussi un challenge. Ça, c'est vraiment dû à la présence des médiateurs sur place à chaque fois. Et c'est vraiment une présence qui a été appréciée par tout le monde, par les villes partenaires, par les visiteurs et par nous aussi. Puisque ces médiateurs ont aussi fait un gros travail de reporting. Ils notaient tous les quarts d'heure qui entrait, quel type d'usager, plutôt son âge, pour faire quoi, combien de temps il est resté. Donc vraiment un outil de suivi qui nous a permis, nous, de mieux apprécier comment ça se passait en fait, dans ces espaces-là. Des créneaux qui étaient plus prisés le week-end. Voilà. Et on est dans le thème. Alors, ce n'était pas l'objectif principal. Hein. L'objectif, c'était d'offrir des espaces de verdure et frais supplémentaires. Mais ça a quand même permis des occasions de convivialité pour le sport, pour être en famille, avec des amis, se divertir, faire connaissance. On a repéré des gens qui étaient seuls, qui revenaient régulièrement dans ces espaces, justement pour faire des rencontres, parce qu'ils s'y sentaient bien. Des personnes âgées aussi... Voilà, une femme enceinte qui ne pouvait pas partir et voilà, qui sortait près de chez elle. Donc ça a vraiment été apprécié aussi à ce niveau-là. En enseignement, oui, donc. En enseignement, ce qu'on retient essentiellement, c'est qu'il faut déconstruire aussi ces a priori en disant cet espace, je ne peux pas y aller. En fait, les cours d'école, elles sont sacralisées, on ne peut pas y entrer facilement. Et donc, comment on prend ce temps-là aussi d'appropriation. Et pour ça, il faut absolument travailler avec le tissu local et les habitants en amont et les associations qui vont s'y faire le relais et faire connaître le dispositif. Et puis, on est sur des espaces qui sont partagés. Et donc là, on enclenche aussi quelque chose, un changement de pratique dans nos administrations, à savoir comment on peut mutualiser ces espaces et comment on peut investir ces marges temporelles qui existent. Alors là, on est sur des espaces extérieurs, mais après, on peut se dire aussi la même chose dans le bâti, quand il y a des espaces qui sont sous-occupés. Non, je voulais dire, est-ce que vous pensez le reproduire, l'étendre? Qu'est-ce que vous pensez faire de ça maintenant? Alors, première chose à faire, c'est qu'on va sortir une espèce de guide pratique, guide des bonnes pratiques, pour essayer de faire en sorte que chaque commune puisse s'emparer de la démarche pour la mettre toute seule en place. Donc c'est vraiment des aspects très pratico-pratiques sur chacun de la méthodologie de projet. Et puis, c'est aussi leur dire qu'il faut penser à cette dimension, à cette quatrième dimension qui est le temps, et à cet urbanisme des temps, en se disant qu'il y a des marges temporelles qui existent et qu'on pourrait les mettre au profit du collectif. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que avec 7 partenaires, la MEL, en tant que chef de file, est lauréate d'un projet de la Commission européenne de l'initiative urbaine européenne pour des actions innovantes. Et donc là, on va bientôt s'engager dans un projet de 3 ans pour tester des expérimentations temporelles. Et ça comprendra ces démarches chronotopiques d'ouverture d'espaces extérieurs, de lieux frais et de verdure pour mieux apprécier, on va dire, les fortes chaleurs. Merci Colline Carême. Alors j'ai une question tout de suite à Caroline Huin, Samuel Martin, la métropole de Lyon. Est-ce qu'à Lyon, il y a des expérimentations sur cours d'école et jardins fermés, ouverts, etc. Ça existe? Pas à ma Pas à ta connaissance. On a aménagé, la ville de Lyon a aménagé, a fait les rues des écoles, les rues des enfants. Donc, pour sécuriser les alentours. Voilà, et piétoniser les rues qui sont vraiment aux abords des écoles et les dédier aux enfants. Mais à ma connaissance, on n'a pas encore ouvert les... Bon, c'est une inspiration. Alors, tous les deux, vous témoignez de 2 actions ce soir. D'une part, la charte de l'espace public et l'aménagement d'une esplanade de collège selon différentes temporalités.
On aura peut-être quelques minutes de questions à la fin, mais voilà, un petit temps de questions. Et puis, on aura derrière la conférence de Sonia Lavadino, justement sur la ville relationnelle. J'ai vu que Sonia commençait à prendre des photos là, de l'opération Libre Jardin, Libre Cours. Et donc, ça veut dire que ça l'a inspiré. Alors, pourquoi une charte de l'espace public ? Quel objectif, quelles ambitions derrière cette charte? Alors, la charte, elle est disponible à l'accueil là-bas. Elle est là, vous l'avez à l'accueil. Si vous avez envie de l'emmener. Donc la charte des espaces publics de la métropole de Lyon, c'est pas qu'un document, c'est une démarche partenariale, transversale et collaborative, puisque le choix avait été fait de la co-construire avec tous les acteurs maîtres d'ouvrage du territoire de la métropole de Lyon. Donc on l'a co-construite avec les 59 communes, nos partenaires aménageurs, les SPL, la CERL, ainsi que le Citral. Donc c'est une démarche qui a duré sur une année où on a fait dans un premier temps hiérarchiser à nos élus de la métropole de Lyon quels étaient les grands enjeux qui s'imposaient aux espaces publics aujourd'hui et sur lesquels on devait travailler en priorité tous ensemble conjointement et pas chacun dans son coin. Donc ça a donné lieu à 6 défis que Samuel vous développera tout à l'heure assez rapidement. Mais surtout cette charte, elle a fait l'objet à la suite de réflexions, de groupes de travail qui ont réuni à peu près 250 personnes pour réfléchir à comment mettre en œuvre ces 6 défis et comment y répondre par des actions très concrètes. Ensuite, elle a été rédigée, elle a été relue par tous les acteurs dont on parlait tout à l'heure, donc ça a pris un certain temps. Et elle a été votée le 7 juillet l'année dernière, enfin elle a été votée en juin et signée en juillet l'année dernière. Et là, on est en train de construire une feuille de route d'action concrète pour la mettre en œuvre. Cette feuille de route a été validée il y a 1 mois et on commence à rentrer là-dedans. Donc je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Et je vais laisser la parole à Samuel sur le contenu de la charte. Donc la charte est organisée de manière très simple autour des 6 défis qui ont été mis au jour pendant tous les échanges préalables à la rédaction de la charte. Donc on retrouve des défis qui s'imposent à la métropole de Lyon comme à toutes les autres collectivités sur l'adaptation au changement climatique, le confort d'usage, la santé et le bien-être, la solidarité et l'inclusivité, la transformation des mobilités et puis la prise en compte des spécificités locales et territoriales. Et on pourrait considérer que la question du temps et des rythmes de la ville de toute façon traverse tous ces défis que je viens de citer. Mais il y a aussi un défi un peu spécifique qui a vu le jour autour justement de l'adaptation des espaces publics à la diversité des rythmes et des usages de la ville. Donc je vais développer que celui-là dans les slides à venir, mais en fait on retrouve derrière ce défi les différentes dimensions de la prise en compte des rythmes de la ville. Donc à travers les approches qui s'appuient sur la régulation des vitesses, des mobilités et globalement la gestion temporelle des espaces dédiés à la mobilité. Où est la télécommande? Voilà, très bien. Les interventions plus éphémères qui visent à activer par l'animation des espaces publics amenés à être réaménagés ou non, avec des vocations récréatives, événementielles. On retrouve aussi tous les modes de faire qui se stabilisent dans le champ de l'urbanisme transitoire, de la préfiguration par des interventions préalables d'aménagement plus pérennes qui permettent de tester in situ des logiques d'usage, de manière de plus en plus récurrente sur les projets d'espace public de la métropole. Et puis, dernière dimension qui est plus liée à l'imagination d'espaces publics flexibles, malléables. Il y avait le terme de plastique qui avait été employé tout à l'heure, sur des lieux qui ont vocation à accueillir des logiques d'usage très différentes suivant des temporalités quotidiennes ou saisonnières ou plus ponctuelles. On n'a pas répété avant. Du coup, cette charte des espaces publics, il y a une feuille de route qu'on a fait valider il y a 1 mois, qui est en train d'être validée, on va dire, plus largement. Donc ce programme d'action, on propose la création d'une plateforme web
Pourquoi ? Pour justement mettre en valeur des projets pilotes. Donc l'idée, c'est vraiment de réaliser des actions exemplaires et innovantes qui répondent aussi aux défis de la charte des espaces publics et de les faire connaître à tout ce réseau d'acteurs maîtres d'ouvrage de la métropole via une plateforme web où chacun pourra venir piocher des outils pratiques pour reproduire une action qui aurait été faite sur une des communes pour pouvoir la reproduire à l'échelle du territoire. Donc c'est des fiches très pratiques qu'on souhaite communiquer. Donc ces projets pilotes, on va soit valoriser des projets déjà existants, soit accompagner des projets pour innover sur l'espace public, sur des thématiques hiérarchisées par les élus, et aussi mettre en valeur certaines thématiques, faire du benchmark et porter à connaissance tous ces éléments à tout ce réseau d'acteurs en créant un événement professionnel, alors peut-être tous les 2 ans, pour pouvoir partager les bonnes pratiques et, sur l'espace public qui mettent en application cette charte et que chacun puisse s'en saisir. Alors parmi ces projets pilotes, il y a le Pré-Gaudry, c'est ça ? Oui, tout à fait. Voilà. Alors la différence, on va découvrir là maintenant, exactement, elle s'appelle l'Esplanade Toni Morrison. Alors, c'est après Gaudry, il y a un projet d'aménagement. Alors, on a créé un morceau de ville, c'est le projet Pré-Gaudry, avec la création d'un collège et pas mal d'espaces publics aux alentours pour accompagner ce projet. Et ce qui s'est passé, c'est que aux abords de ce collège, alors je ne sais pas dans les autres collectivités, mais a été identifié dans le cadre des ateliers de la charte des espaces publics le besoin de prendre en compte l'adolescent dans la ville. À Lyon, on parle beaucoup de ville à hauteur d'enfants, de rue aux enfants, mais il y a cet âge un peu charnière du collégien entre 11 et 15 ans qui n'est pas forcément pris en compte. Et on se rend compte quand on est aménageur de l'espace public qu'on a souvent des freins par rapport à l'adolescent qui est à la sortie des collèges. Il faut que le collège soit aménagé de telle manière à ce que personne ne reste, personne ne stagne, afin d'éviter, c'est les problèmes de sécurité, vigipirate, etc. Et aussi un peu la problématique de, une façon de voir l'adolescent avec... Qui traîne. Je dirais pas très dangereux, mais voilà, il y a des stéréotypes autour de l'adolescent où souvent, nous, concrètement, ça se traduit pour un chef de projet qui veut aménager l'abord d'un collège, c'est faut pas mettre d'arbres parce que des gens pourraient monter et voir ce qui se passe à l'intérieur de la cour et ça pourrait, entraîner des intrusions. Il faut pas mettre de bac à fleurs car ça pourrait permettre de cacher des stupéfiants, etc. Voire ne pas mettre de banc pour éviter les squats et ainsi garder et préserver la sécurité des collégiens. Or, ça, c'est vraiment une position très technique qu'on a... Ça fait réagir, hein. Les adolescents, ça fait réagir. Parce que surtout, vous avez dit 12-15 ans. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des adolescents qui ont beaucoup plus que 15 ans. Mais ça dure longtemps, l'adolescence. Ça dure longtemps, l'adolescence, mais... Mais là, on parle des collégiens. On parle des collégiens, ouais. Et donc, du coup, par rapport à ces contraintes d'aménagement, on est dans un quartier où, à cette époque, la chef de projet qui avait ce projet, elle a créé ces espaces aussi pour tout le quartier. On était aux abords du collège, elle a rencontré ces difficultés et elle y est allée. C'est-à-dire qu'elle s'est permis de mettre des arbres, des bancs. Alors peut-être on peut montrer les photos. Alors là, vous avez le collège Gisèle Halimi qui est en haut. Donc l'espace public dont je parle, donc Toni Morrison, c'est le petit numéro 2, mais en réalité, l'espace public qui va du numéro 1, qui est l'entrée du collège. Donc 2 et 3, c'est une esplanade qui a été aménagée avec de nombreux bancs, des brumisateurs, enfin un espace assez agréable à vivre. Et oui. Je passe sur les photos. Ouais, voilà. Donc, là on est sur... Il n'y a pas les photos. On est direct sur les résultats. Allons aux résultats alors. Allons aux résultats. Voilà. Donc en fait, on a fait une étude sociologique sur l'aménagement de ce collège pour vérifier si vraiment comment avaient été accueillis ces aménagements un peu qualitatifs. Donc on se rend compte que les usages sont rythmés par les temps scolaires. Donc il y a bien au moment de l'entrée au collège et à la sortie, les collégiens qui restent, mais à peu près 15 minutes, ils ne restent pas longtemps, puisque c'est vrai qu'ils sont à un âge où on ne reste pas non plus longtemps sur l'espace public. Mais il commence à y avoir des petits moments tampons en fait, entre le collège et le moment où ils rentrent chez eux.
On se rend compte aussi que les professionnels du collège, que ce soit les enseignants ou le personnel d'entretien, profitent aussi beaucoup de ces espaces. On constate aussi que ces espaces, parce on a fait l'étude sociologique aussi fin août, avant la rentrée scolaire, qu'ils étaient assez utilisés par les gens du quartier, qui se retrouvent sur l'esplanade pour faire du sport. Ça a aussi été pas mal utile. Alors oui, cet espace n'avait pas été prévu, c'est devenu un spot pour les riders de la métropole. Donc il y a des riders qui viennent tous les jours, qui viennent de loin, de Pierre-Bénite. Donc c'est un site référencé dans leur base de données. Donc vous voyez, ils sont en train de farter les mobiliers pour mettre... C'était pas du tout prévu. Et après, oui, les propriétaires de chiens qui font du dressage canin se retrouvent aussi sur cet espace qui est assez spacieux, où ils disaient qu'avant, ils devaient aller jusqu'à Caluire pour pouvoir faire tout ça. Et là, ils se retrouvent sur cet espace. C'est pas indiqué, mais c'est aussi un espace, comme les revêtements sont très qualitatifs, il y a le collège, mais il y a aussi un groupe scolaire à côté. Et les mamans viennent avec leurs enfants sur cet espace où ils peuvent jouer et apprendre à faire du vélo, parce qu'il y a des boucles sur du bitume qui facilitent en fait l'apprentissage du vélo. Donc en fait, voilà. Et les seniors, eux, s'isolent plus sur la rue Niboyer, qui est un peu plus loin. Il suffit de traverser. C'est un prolongement de l'espace public, mais un peu à part, pour être un peu au calme. Et en fait, donc là, c'est des observations qui sont en cours. Donc, vous aurez compris qu'on a pris un malin plaisir à évaluer un parvis de collège qui prend le contre-pied des préconisations qu'on associe habituellement à ce type d'espace. Et on a des conclusions un peu intermédiaires qu'on peut tirer. C'est d'abord qu'il y a un ingrédient essentiel qui fait que cet espace semble fonctionner. C'est que le parvis ne s'adresse pas sur un espace circulé, mais sur un espace piéton. Donc il y a un ingrédient qui est celui de l'absence de la voiture, qui crée un espace beaucoup plus hospitalier, beaucoup plus ouvert, et qui multiplie les possibilités d'appropriation, que les idées reçues un peu stéréotypées sur les adolescents qui resteraient, qui stagneraient sur un espace et qui tiendraient les murs. En fait, à partir du moment où on leur donne de la surface, on crée des situations différentes et variées, et bien ils se diffusent naturellement. Il y a des petits groupes qui se forment, puis il y en a qui s'en vont, puis il y en a qui restent, et puis il y en a qui attendent des copains, etc. Et tout ça s'organise de manière assez spontanée, parce qu'on a été généreux en fait dans l'espace qu'on leur donne, et puis qu'il y a toujours effectivement un écart entre les usages imaginés et les usages prévus, et c'est pas toujours grave en fait, quoi. Finalement là, le fait que ce soit un spot de rider qui a été identifié bien avant même la livraison de l'espace, ça pose pas de problème. En fait, les riders à la sortie du collège, et ben ils se mettent un peu en retrait, et puis après ils reprennent possession des lieux. Et même les propriétaires de chiens sur la pelouse, c'est vrai que c'est plutôt quelque chose qu'on imagine comme une nuisance. A priori, ils sont plutôt respectueux de l'espace, et après les enfants peuvent l'utiliser pour jouer au foot à d'autres jeux d'ailleurs, à d'autres moments de la journée. Donc ça évoque finalement, plutôt que de se projeter sur un urbanisme de programmation où on cherche à cibler des publics, à faire un espace pour chacun, etc. Là, le parti initial, c'était d'être plutôt sur un urbanisme de situation. On crée des conditions favorables à des usages ouverts. Et jusqu'à présent, là, dans un quartier qui reste quand même en construction, ça semble bien fonctionner. Merci beaucoup, merci.